Je vais d'abord remercier le Symposium Histoire du jeu qui ont accepté ma candidature pour faire une présentation aujourd'hui. C'est toujours apprécié de présenter ce qu'un long travail, quand même de beaucoup d'heures dessus. Je tiens également à remercier le Festival Megamix pour le magnifique événement. Je ne sais pas si vous étiez là en fin de semaine, mais il y avait plein de nouveaux jeux que je connaissais pas, qui vont sortir, qui vont paraître dans les prochains mois, des fois années. Je tiens également à remercier la petite demoiselle qui va me traduire en anglais sur le canal 7, toujours très apprécié également. Donc, je commence ma présentation avec une grande mise en garde. Le sujet que je vais présenter aujourd'hui n'est pas mon sujet principal. Pour mon mémoire de recherche, j'étudie les systèmes numériques puis l'incrustation du ludique dans ces systèmes-là. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter? C'est un travail en parallèle que je fais parce que cette communauté de modeurs-là m'intéresse tout particulièrement. C'est très, très riche et c'est très prolifique actuellement, comme que je vais présenter aujourd'hui. Pour ce faire, je présente somme toute un horaire assez simple. Je vais passer sur une revisite de l'histoire du jeu vidéo très, très courte. Quand même, Symposium Histoire du jeu, il faut en parler un petit peu quand même. Et après, je vais montrer les difficultés et les avantages d'étudier le modding parce que ça apporte certaines considérations méthodologiques qu'on peut pas se souscrire en tant que chercheur. On n'a pas le choix. Il faut considérer certains aspects fluctuants du phénomène. Et après, petite question, qui fait partie de l'industrie du jeu ici, développeur ou quelque chose comme ça? Le corps de la salle, OK. Bon, j'ai un petit quelque chose, j'essaie de faire le lien, comment on peut réfléchir à cette communauté-là quand on est de l'industrie, parce que c'est comme une résultante, somme toute inévitable d'avoir des fans qui vont vouloir travailler sur notre jeu. Comment on peut réagir avec ces choses-là? Et après ça, je vais aborder très, très courtement le joueur-créateur, qui est un type de joueur qui est de plus en plus fréquent dans le panoramique contemporain. Après ça, il va y avoir une période de questions. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite aparté sur des définitions de base. C'est pas nécessairement une proposition de définition de termes, c'est plus pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Moi, je considère qu'un mode, c'est quelque chose. C'est peut-être pas le cas pour vous. Donc, on va vraiment avoir un petit bagage de termes qu'on va partager ensemble. Et c'est un peu la souscription que je vous demande pour profiter de ma séance. Donc, pour moi, un mode, c'est quoi? C'est une création ou modification en supplément qui utilise une construction existante comme objet de travail. C'est volontairement très, très large parce que je suis encore un peu à essayer de tâter le pouls de ce nouveau phénomène-là. Donc, je veux vraiment pas exclure, je veux exclure le moins d'objets possible parce que je veux voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Le modding, ça désigne l'action de modifier un contenu existant et le modeur, c'est le titre attitré au praticien, celui qui fait l'action de modifier. Et là, c'est sûrement les deux termes qui sont possiblement les plus différents qui pourraient être avec votre définition du terme. C'est quand je parle d'instance officielle, je parle vraiment des ayants droit du jeu. C'est qui a développé le jeu à la base? C'est qui a la propriété intellectuelle? Je parle d'instance officielle. Et l'instance amateur, c'est celle qui va modifier ce contenu-là, mais sans nécessairement posséder les droits. C'est pas mal la distinction la plus importante. Histoire de la modification, c'est une histoire très, très longue, mais qu'est-ce que j'ai constaté avec mes lectures sur le sujet, c'est que le terme modding, qui désigne l'acte de modifier, regroupe deux pratiques qui sont assez distinctes quand ils sont pratiqués. Le modding, on peut parler du hard modding, qui est la modification matérielle. On peut rajouter des puces, on peut créer une console de toutes pièces qui est une réplique d'une autre. Hier, on a eu une très belle présentation de la part d'étudiants de Concordia sur le hard modding qui parlait des écrans de Game Boy qui se faisaient interchanger pour les rendre plus performantes et tout. C'est encore pratiqué aujourd'hui. Et on a le soft modding qui est vraiment ce sur quoi je vais m'intéresser aujourd'hui, c'est la modification logicielle des jeux. Donc, on utilise des logiciels pour modifier le jeu qui est un logiciel aussi. Et qu'est-ce que j'ai constaté, c'est que la pratique du hard modding est très présente dans les débuts du jeu vidéo. Vers les années 1950, quand la pratique commence à exister, il y a vraiment une curiosité d'utiliser les nouvelles technologies comme les ordinateurs ou la technologie TTL à des fins de divertissement. Le contretemps de cette pratique-là, c'est qu'elle demandait une connaissance technique des dispositifs relativement élevée. Il fallait souder. Déjà là, il faut avoir un soudeur, pas le choix, sinon on peut pas souder. Il fallait connaître un peu l'infrastructure des choses pour pouvoir les altérer.
Et là, qu'est-ce que je vais présenter après? Ça dépend énormément de la source historique que vous allez consulter. Donc, c'est pas vraiment important la date que je vais présenter. C'est pas la date fatidique. Et surtout que tout le monde la connaît dans une certaine mesure. C'est le crash de 1980-85. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a une migration, somme toute importante, des communautés de la console maison, je présente ici l'Atari 2600, vers les ordinateurs personnels. Et cette migration-là, qu'est-ce qu'elle va apporter de vraiment impressionnant? C'est que le joueur joue avec l'outil qui lui permet de créer son jeu. Un jeu vidéo, c'est créé à partir d'un ordinateur et le joueur peut jouer avec son jeu avec un ordinateur. Donc, il y a comme une espèce de fusion. Si vous avez déjà développé un jeu, vous développez avec l'outil qui va vous servir d'y jouer. Donc, il y a comme une concomitance et cette concomitance-là va être très importante pour la suite et je vais vraiment m'intéresser à ça parce que la pratique du soft modding est vraiment la plus courante. Comme que si vous étiez là hier, la pratique du hard modding est encore pratiquée, mais est moins proliférique, si l'on veut, parce que ça coûte plus cher, il faut plus de connaissances et tout, alors que n'importe qui va sur YouTube aujourd'hui peut avoir un petit tutoriel comment créer un petit jeu sur Unity. C'est très accessible maintenant. Et ça qui m'apporte à la démocratisation de la pratique. Parce qu'avant, c'était peu accessible pour plusieurs raisons et maintenant, c'est très accessible pour d'autres raisons. Donc, je vais en nommer 3 que je considère principales. On a premièrement les ordinateurs, là, c'est le classique, là. On a le gros ordinateur, le classique, on dit, les ordinateurs avant, ils faisaient une pièce au complet, mais c'était pas faux. Ici, on a le PDP-1 qui se vendait en 1950 à environ 120 000 $. C'était excessivement dispendieux. Et aujourd'hui, j'ai donné l'exemple des gammes Republic of Gamer, qui est la marque de luxe pour joueurs de Asus, qu'on peut avoir à entre 1 500 et 2 000 $. C'est encore un peu dispendieux, on peut relativiser le prix tant qu'on le souhaite, mais c'est plus accessible qu'à l'époque. Il y a également un autre phénomène qui survient, le plus vieux étant des années 80 que j'ai trouvé, avec Load Runner, mais certains développeurs vont volontairement donner à leurs joueurs des logiciels pour modifier leurs jeux vidéo, des editor software. Comme par exemple, l'exemple que j'ai donné, c'est Skyrim pour le premier, Warcraft 3 qu'on a abordé tout à l'heure avec la présentation d'Alexandra et Load Runner que je viens de nommer. Ce qui permet aux joueurs de modifier leur jeu vidéo sans savoir se casser la tête de « bon, je dois prendre le jeu, je dois le mettre dans un logiciel, il faut que je le craque un peu parce qu'il résiste à ma modification, il faut vraiment que je le brise pour après faire ce que je veux avec. » Là, le développeur dit « non, t'as pas besoin de briser mon jeu, prends mon logiciel, vas-y, fais ce que tu veux avec. » Et le troisième et non le moins, l'effervescence d'Internet, il faut le mentionner, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour le partage de la pratique. Avant, il y avait le partage, ça existait avant. On a des traces avec la ZX Spectrum, qui est un micro-ordinateur en Angleterre, où est-ce que les gens faisaient des modifications et ils les donnaient sur des disquettes à d'autres personnes. Donc, il y avait déjà des partages à l'époque. Ça se faisait, mais ça n'avait pas l'ampleur que ça a aujourd'hui. Et là, je parle beaucoup de mode, mais c'est important d'en montrer quand même. Donc, je vais montrer en quelques exemples aujourd'hui ce que pour moi est la modification logicielle, parce que c'est tellement large, il y a tellement de sortes de modes qu'on n'a peut-être pas la même vision de la chose. Ça se peut que vous, un mode, ça soit juste le petit patch amateur qui vient corriger un bug que vous trouviez dérangeant dans un jeu préféré de votre part. Donc, ma première exemple est en vidéo. Je tiens à souligner, il y a comme un double phénomène qui se passe dans cette vidéo-là. Je vous le spoilerai pas avant c'est quoi le double phénomène, mais essayez de prendre quelques minutes pour vous dire comme « Ah, c'est quoi qui est spécial là-dedans? » On va écouter ça ensemble. The man, the myth, the legend of Skyrim modding is here to grace us with his modding expertise. One of the most advanced mods so far. This is Atom Bomb Baby by Trainwiz. A mod that replaces the mini nuke of the Fat Man with Sean.
because why the fuck not? And I say this is advanced because this is the first mod that replaces the meshes with something else. This is like the Bears Fighters of Skyrim Mods Weekly #1. It's revolutionary, it's ahead of its time, and it's also domestic abuse, but that doesn't matter. J'ai déjà fait une conférence similaire, je t'ai allumé, oui. J'ai déjà fait une conférence similaire, puis j'avais dit que j'adorais mon métier à ce moment-là. C'est quand même... Je suis des rares à se vanter que quand j'écoute ces affaires-là, je peux dire que je travaille. C'est quand même le fun. Mais qu'est-ce qui est important à considérer, c'est que, premièrement, c'est une modification du jeu très simple. Il a pris un modèle qu'il y avait dans le jeu, qui est le bébé. Il a pris une arme qui s'appelle le Fat Man dans le jeu, qui est un lance-grenade, mais au lieu d'avoir des grenades, c'est des petites bombes nucléaires. Et ben, ça fait un lanceur de bébé nucléaire. Jusque-là, c'est super simple. Mais qu'est-ce qui est super intéressant, et ça, malheureusement, je ne l'aborderai pas aujourd'hui, c'est l'aspect commentaire par-dessus. Il y a MXR, qui est sa photo ici, qui travaille sur YouTube, qui a fait l'entièreté de sa carrière à critiquer ces jeux-là. Il fait ça, je pense, depuis 4 à 6 ans. C'est très vieux comme chaîne. Et il y a des centaines et des centaines de vidéos qui fait juste à chaque semaine faire un sum-up de qu'est-ce qui est sorti dans la communauté de modeurs. Donc, il y a vraiment une grosse production. Là, je vais parler de quelques autres exemples qui m'ont marqué. Encore le bébé, malheureusement, on s'en sauve pas. Mais le bébé a été développé par un modeur qui s'appelle TrainWiz. Ce qui est super intéressant avec TrainWiz, c'est qu'il n'est pas fixe à un objet, à un jeu. Il est dans plusieurs jeux de la franchise de Bethesda. Fait qu'ici, on voit un train dans Skyrim, on voit un autre de ses mods dans Morrowind, qui est l'épisode 3 de la série, celle-là, l'épisode 5. Il a fait également des mods dans Fallout New Vegas, encore des trains. Bon, il s'appelle TrainWiz, hein, fait que ça... C'est quand même un de ses motos de faire des trains. Et il y a la Tomba Baby qui est faite dans Fallout 4. Donc, il y a une certaine redondance du modeur dans la communauté de modeurs. Il y a également les projets d'envergure, ça je vais le mentionner, mais c'est pas achevé. Est-ce que ça va s'achever un jour? Est-ce qu'il va être cancellé quand que The Elder Scrolls 6 va sortir? Je sais pas. On va le savoir quand ils vont dire on a cancellé le projet ou que ça fait 6 mois qu'on n'a pas de nouvelles. Mais c'est beaucoup de modeurs qui ont décidé de faire le continent de Tamriel. Pour ceux qui connaissent pas la série The Elder Scrolls, chaque épisode se passe dans une province spécifique. Morrowind se passe dans Morrowind, Oblivion se passe dans Cyrodiil et Skyrim se passe dans Skyrim. Et ces provinces-là font tous partie d'un continent qui est beaucoup plus large, qui est Tamriel. Et le projet cherche à créer le continent avec le moteur de Skyrim. Donc, on aurait accès à tout Tamriel, un peu comme The Elder Scrolls Online fait, pas encore au complet, mais quand même. Ils ont essayé de faire ça. Donc, mais le projet, il n'est pas encore terminé, donc c'est un peu difficile d'aborder le sujet sans spéculer, donc on va passer. Également, des modes fonctionnels, ça c'est super intéressant. On a ici le jeu Fallout 4 avec un mode de texture, donc ils ont changé les textures, et on a le jeu sans mode. La différence est presque imperceptible. Essayez pas de trouver les petits détails. Là. Honnêtement, si vous l'installez puis vous rentrez dans le jeu, c'est presque négligeable les différences que ça a. Donc, au niveau esthétique, ça c'est subjectif. Est-ce qu'on l'aime mieux? Est-ce qu'on l'aime pas? Toutes les modes, c'est comme ça. Il y en a qui peuvent changer votre jeu pour des peintures à la place d'avoir des textures. Fait que, bon, ça dépend de votre appréciation générale de la chose. Mais avec le mode, le jeu est moins lourd. Il roule mieux, parce que Bethesda il a un peu foiré son intégration des textures. Le jeu est très lourd par rapport à ce qu'il affiche. Et il y a un modeur qui a dit, mais ça n'a pas d'allure que ça soit aussi lourd pour qu'est-ce que ça l'affiche. Donc, il a créé un texture pack qui est beaucoup moins lourd. Donc, vous allez avoir plus d'images par seconde en installant son mode de texture. Deuxième raison de l'installer. Ça, c'est sorti, je pense, 3 semaines après la sortie du jeu. Quand même. Il faudrait qu'il l'engage. Je vais en parler tantôt. Et j'appelle ça un mode fonctionnel, mais aussi des modes que je ne sais pas quoi faire avec, que j'appelle des modes dysfonctionnels. Ça, c'est quelqu'un qui... tous ceux qui connaissent Skyrim connaissent Thomas de Tank Engine. Ils n'ont comme pas le choix. C'est comme le mode le plus populaire. C'est un modeur qui a décidé de changer tous les dragons du jeu par des trains. Fait que c'est quand même assez surréaliste de voir un train débarquer au lieu de crier Fusroda, il crie Chou-Chou. Et là, le feu sort, et là... C'est le même combat, mais il y a un train, quand même. Il y a également une autre relation que ça, pour la relation avec l'industrie, c'est très intéressant. C'est des modes qui compétitionnent dans une certaine mesure. C'est peut-être pas le bon terme, parce que c'est un peu virulent de dire ça comme ça, mais qui compétitionnent avec les productions officielles de chez Bethesda.
la maison du mode de Lars, Solstice Castle, versus la maison de l'extension de Heartfire, Homestead. Là encore là, c'est des questions esthétiques. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? C'est subjectif. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais je souligne par contre que le mode, l'extension de Bethesda coûte de l'argent. Et habituellement, c'est en train de changer un peu, mais les mods, c'est une pratique gratuite, si l'on veut. Et le mode coûte rien. Donc, juste souligner ça. Et là, ça apporte beaucoup de questions si je souhaite ou si tout le monde souhaite étudier les mods. C'est comment qu'on fait ça? Parce que qu'est-ce que j'essaie de présenter ici, c'est que c'est une production totalement éclatée. Là. Vous pouvez, si vous l'avez imaginé, ça existe. Bon, c'est à peu près ça. OK? Et il y a une précarité des méthodes d'archivage. Ça, il y en a sûrement qui vont l'aborder. C'est super difficile de rendre compte de qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui a existé parce que ça se promène un peu partout sur Internet. Il y a des modèles de développement pluriels. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un mode d'affaires ou ils ont-tu fait un game design document, ils ont-tu préparé quelque chose qui va être en vue de revisiter la production, on ne sait pas. Des variétés de contenu, Star Wars, n'importe quoi en fait. Si ça existe encore, ça peut être intégré. Il faut juste quelqu'un qui soit prêt à le modéliser. Et il y a peut-être une relation à faire avec la scène indépendante parce qu'ils ont un certain libre arbitre sur ce qu'ils font. Ils n'ont pas de contingence monétaire, c'est plus une contingence de temps. Est-ce que j'ai le temps de modder le jeu? Oui. Est-ce que ça me tente? Peut-être. Je vais peut-être le faire. Mais le problème, c'est qu'en même temps que c'est vraiment éclaté comme production, c'est massif comme phénomène. J'ai donné quelques chiffres de la plateforme Nexus Mod. 200 000 téléversements de mod, 90 000 auteurs, 3 milliards de téléchargements sur la plateforme. C'est gigantesque, là. C'est prolifique en ce moment. Tout le monde peut s'atteler à modifier leur jeu. C'est accessible, c'est le fun. Il y a des liens à faire avec les mimes, il y a des mimes d'intégrer en plus. C'est quand même assez impressionnant. Et moi, je me suis dit, dans cette effervescence-là, quoi de mieux que de prendre un des 6 jeux les plus modés de la plateforme, qui ça donne que c'est Bethesda au complet, dont Skyrim qui se retrouve 2 fois. C'est quand même drôle. Parce qu'ils ont sorti une édition spéciale quelques années après la sortie en 2011 du titre. Et il est encore dans les 6 premiers. Fait. Bon. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais on va s'amuser à analyser la série de Bethesda, The Elder Scrolls, ensemble. Puis, je tiens à faire une mise en garde. Les jeux en développement continu, c'est une plaie pour un chercheur. C'est qu'est-ce qui sort quand? On ne sait jamais. Fait que j'ai divisé ça en 4 instances très simples. Il y a l'apparition du jeu, qui est la sortie. Même là, c'est à débattre, là, parce que les versions 1.0, ça existe presque plus. Il y a les extensions, qui vont être les ajouts majeurs qui vont être faits après. Les contenus supplémentaires, puis les mises à jour, qui sont des plus petites ajouts au jeu. Souvent, les mises à jour, c'est seulement des correcteurs de bugs. Et je vais vraiment m'intéresser aux 2 premiers. Jeux et extensions. Fait que contenu supplémentaire et mise à jour. Je vais le mettre de côté pour le moment. Mais ça serait intéressant pareil. Donc, la série The Elder Scrolls. Arena en 1994 jusqu'à Skyrim en 2011. Il y a actuellement 5 épisodes, un 6e annoncé. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, peut-être dans 15 ans. Ça, on ne le sait pas encore. Et je vais m'intéresser plus particulièrement à Oblivion, épisode 4, et Skyrim, l'épisode 5. Il y a, entre les 2 épisodes, un intervalle. Cet intervalle devient un espace d'attente, d'espoir, de publicité, ça peut être ce que vous voulez, qui dure environ, dans ce cas-ci, 5 ans. Pendant cet intervalle-là, Bethesda va créer des extensions pour enchérir l'expérience de Oblivion. Extension 1, Night of the Nine. Extension 2, Shivering Isles. Créer des extensions, dans une certaine mesure, on peut considérer que c'est une colonisation de cet espace-là. Ça peut être pour plaire aux fans, ça peut être pour faire meubler l'attente pour le prochain jeu. Il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être pour étirer l'espérance de vie. Il y a plein de raisons. Donc, Bethesda, c'est quoi? C'est 2 séries ou plusieurs séries. Dans le cas de The Elder Scrolls, il y a la macro-série. Je m'excuse, macro-micro, ça doit être les termes les plus employés dans la recherche. Macro-série, on a les 5 épisodes. Micro-série, c'est toutes les parutions des extensions qui vont sortir après chaque épisode. Donc, ça, c'est la production de Bethesda. Jusque-là, ça va? Mais là, on se demande, la modification amateur, elle va où? Elle se situe où là-dedans? Eh bien, en considérant que pour modder un jeu, il faut qu'il soit sorti,
quelques rares exceptions. Dans Fallout 4, il y a quelqu'un qui a réussi à modifier le jeu une journée avant la sortie. C'est pas comment encore, mais c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait avec la modification amateur? Bon, s'il y a besoin de jeu, ça veut dire que, par exemple, dans le cas d'Oblivion, ça a commencé en 2006, parce que le jeu est sorti en 2006. Et continue jusqu'à la sortie de Skyrim, peut-être, ou même plus encore. Habituellement, il y a une migration qui se fait des joueurs, donc ils vont changer d'épisode quand il va sortir. Donc, on peut considérer que les développeurs de mods font des post-contributions. Le jeu sort, on l'aime, on fait des mods, on fait des post-contributions au titre en question. Mais le problème que j'ai trouvé avec cette approche-là, c'est que Trainwiz, il n'en a rien à foutre de la sortie d'Oblivion. Lui, il s'en fout. Lui, il meublait les espaces créés par Bethesda avant Oblivion. Il a déjà été actif, comme on l'a vu tout à l'heure, sur Morrowind, qui était l'épisode 3. Donc, il était déjà chez Bethesda, communauté amateur, avant que Oblivion sorte. Donc, c'est un petit peu erroné de dire que la modification amateur va commencer à la sortie du jeu dans ce cas-ci. Fait qu'on va étirer un petit peu la sauce, puis on va switcher les trucs de place. Ça commence avant, puis ça finit en quelque part. On ne sait pas encore. On ne peut pas savoir avant que la communauté meure. Et qu'est-ce que j'ai constaté, c'est que ces deux industries-là en parallèle, et là, je crois que ça rejoint un point qu'Alexandra a bien mentionné tout à l'heure, c'est un enchevêtrement entre les deux. La sortie de Bethesda va affecter la communauté amateur, qui est également des fans, parce que c'est des amoureux de la série de base, et les modifications amateurs, on pourrait croire, et là c'est encore à vérifier, qui vont affecter la production de Bethesda. C'est comme un enchevêtrement. On voit que la production sort une extension ou un contenu supplémentaire, les fans constatent l'extension, continuent à faire des mods, s'ajustent par rapport aux nouvelles sorties. Bethesda constate la communauté de modeurs parce qu'elle l'encourage, elle lui donne le logiciel pour le faire. Donc, parler de post-contribution, c'est pas vraiment juste, puis j'aime mieux parler de co-construction de l'expérience. Il y a, dans ces types de compagnies-là qui permettent, encouragent, valorisent la modification de leur jeu, il y a vraiment une volonté de co-construire l'expérience, et ça se voit très bien parce que les deux sont des amoureux, en tout cas pour les fans c'est assez clair, c'est deux amoureux des titres, ils veulent les faire perdurer, ils les adorent, ils écrivent des fanfictions, ils font des dessins, ils font des mods, qui est dans ce cas-ci. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, c'est justement cet espace de contact-là entre le fan, le modeur qui fait une production amateur, et là, on ne le voit pas à cause du podium, mais Bethesda, le développeur et la production officielle. Et entre les deux, il y a un espace de discours qui se crée. Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui a accès aux locaux de Bethesda. C'est un peu dur de dire, est-ce que c'est vrai qu'ils care à propos de leurs fans? Vu qu'ils ont créé une plateforme juste pour eux, qui est le Creation... j'ai oublié le dernier terme, mais il y a une plateforme créée par Bethesda pour encourager ces modes-là. Donc, il y a vraiment comme une attention particulière de la compagnie. Et là, ce qui m'apporte à le fan et l'industrie, qui revient à ma question de début, est-ce qu'il y a des gens de l'industrie ici? Encore le corps? Bon, il y en a un petit peu en arrière à cette heure. C'est comme inéluctable qu'il va y avoir une gang de personnes pas payées qui vont essayer de modifier leur jeu. Ça se peut que ça arrive pas, ça se peut que ça arrive, ça dépend du titre, ça dépend du boost que ça fait, mais il y a certaines méthodes qui ont été faites par l'industrie pour essayer de contrôler ou d'orienter ou de favoriser ces pratiques-là. J'en nomme quelques-unes. Il y a la compétition. C'est la plus grosse que j'ai trouvée. Il y avait $1 million en jeu pour cette compétition de mode-là. C'est quand même une bonne méthode de voir qui a du talent chez mes joueurs. C'est qui est capable de me faire une nouvelle arme pour Fallout 4 qui va être totalement balancée, belle, efficace, puis que vraiment, on a l'impression qu'elle s'incruste bien dans l'histoire de notre jeu. C'est une bonne méthode de voir les bassins de futurs employés. Ubisoft fait un peu la même chose avec ses Game Jam. C'est une méthode de voir c'est qui a du talent, qui est capable de travailler sous pression et tout ça. Donc, c'est une pratique assez courante. Et ça permet également de contrôler d'une certaine manière la production. Parce que si je demande à un modeur, peux-tu me faire un mode d'armes? Ça va l'encourager à développer des armes ou des quêtes narratives ou en tout cas, qu'est-ce que vous voulez. Puis ça va
pas le décourager directement, mais ça va pas l'encourager à faire d'autres types de modes un petit peu plus flyés que peut-être que la compagnie aimerait pas. Pour la petite anecdote, je pense que j'ai le temps. Oblivion, qui est le 4e épisode, était rate T14 quand il est sorti. Et il y a un modeur qui a développé un mode qui enlevait les sous-vêtements des personnages. Et le rate de Oblivion a été monté à M for Mature. Bethesda n'a pas aimé ça, OK? C'est vraiment, pour un développeur, là, se faire monter de rang, là, il y a moins de personnes qui peuvent acheter mon jeu, là. Fait ils ont vraiment détesté ça. Si ça vous intéresse, je pense à un texte de Lee Satama que j'ai lu ça. Je pourrais vous donner la référence si ça vous intéresse. C'est également des bonnes plateformes de surveillance. Là, je donne beaucoup de termes qui ont des connotations péjoratives. Je m'excuse. C'est pas péjoratif en tant que tel. Plateforme de surveillance, ça peut être également pour voir qu'est-ce que notre bassin de fans aime en ce moment. Ça, c'est de la surveillance, malheureusement, mais ça peut donner des cues à la compagnie pour savoir, hey, nous autres, on va aller où après, là, tu sais, c'est quoi qui est encouragé? Comme par exemple, dans Skyrim, c'est très fréquent que les développeurs de mode créent des maisons. Parce qu'ils sont pas satisfaits vraiment des maisons qui sont présentes que le joueur peut acheter dans le jeu. Donc, il y a énormément de modeurs qui créent des maisons pour le jeu. Donc, est-ce que ça l'a motivé Bethesda à faire Artfire, qui permet un mécanisme de jeu plus poussé pour développer sa maison? Peut-être, on peut pas le savoir. Et finalement, l'espérance de vie. Skyrim, c'est un jeu qui a 8 ans. Bethesda a annoncé il y a quelques mois que son The Elder Scrolls 6, il aimerait qu'il dure 10 ans. Donc, ils prévoient déjà qu'ils veulent que ça soit vraiment long comme expérience. Donc, quand même, c'est quand même prévu, désolé. Et là, ça m'apporte à une petite balle que je lance. Je n'ai pas vraiment parlé du sujet, j'en parlerai pas malheureusement. Vous savez peut-être plus que moi. C'est le joueur concepteur. C'est vraiment un type de joueur qui est de plus en plus présent dans le panorama du jeu vidéo actuellement, qui est même encouragé par plusieurs types de jeux qui datent des années 80. Loadrunner donnait l'éditeur de jeu avec le jeu. Peut-être pas cette version-là. Warcraft 3, qui est pour moi mon enfance avec l'éditeur de cartes, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, il a permis le développement de cartes personnalisées, qui ont même donné le style MOBA à la longue, qui est maintenant League of Legends puis Dota 2. Vraiment un bassin très, très fertile. Little Big Planet, qui est un des premiers éditeurs game qui a marché, qui décide d'ajouter cet aspect créatif-là dans le jeu, dans la mécanique de jeu. C'est pensé dans l'optique que le joueur va jouer avec l'aspect créateur. Super Mario Maker 1 et 2 qui sont vraiment comme la suite logique de ce genre-là. Minecraft qui est sorti comme un jeu de survie à la base, mais que de plus en plus que les jeux de survie se sont complexifiés, c'est un peu mon sujet, désolé, qui se sont complexifiés, ben là les gens ont dit mais c'est pas vraiment un jeu de survie, c'est peut-être juste un jeu de création, parce qu'actuellement les gens, qu'est-ce qu'ils aiment faire, c'est des speedruns de création, des challenges de création, ils se mettent sur une île puis il faut construire une construction avec seulement ce que sur l'île. Donc c'est beaucoup de questions. Qui sont, je crois, qui vont s'étirer dans le temps encore. On n'a pas vu les aboutissements de tout ce que j'ai présenté aujourd'hui, mais j'espère que ça vous a intéressé et je vous en remercie. Très bien, merci Christopher. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions? Je pense qu'il va y en avoir pas mal. Vous parlez de Bethesda. Puis je voulais juste savoir votre opinion sur le phénomène qu'ils essayent d'utiliser les mods pour ramasser de l'argent pour eux-mêmes. C'est quoi votre opinion? Est-ce qu'ils devraient poursuivre ce modèle de business? Mais est-ce que c'est éthique comme... Merci pour la question. C'est vraiment un sujet d'actualité. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, la production de mods, ça a toujours été une production de fans
gratuite. Installer des mods, ça coûte rien. Mais Bethesda, dans les dernières années, ont décidé d'instaurer des moyens, dont celui de Steam. Ça a passé, je pense plus que c'est d'actualité, mais il y avait des mods payants sur Steam. Et Steam a décidé de les arrêter parce que les modeurs ont mis à feu et à sang les communautés. Ils n'ont pas aimé ça. Ils ont fait, nous, notre travail, c'est un travail de fan. On veut pas que vous monétarisez nos travaux. Mais ils ont créé une plateforme annexe par la suite. Donc, ça s'est continué quand même. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'aime pas ça, personnellement. Mais en tant que chercheur, la problématique que je vois, c'est que à l'époque, la communauté de production de mods amateurs était facilement associable à la figure du fan. Donc, c'était analysable d'une manière fanique. Ils faisaient ça pour le plaisir. Il n'y avait pas de capital à faire sur le travail. Peut-être des gains au niveau de l'industrie, se faire un nom, mais sans plus. Maintenant, avec cette nouvelle réalité-là, c'est pas nécessairement la meilleure analogie à faire entre le modeur et le fan. Parce qu'il y a des gens qui peuvent le faire seulement pour le profit. Et là, ça devient assez difficile de dissocier les deux. Fait que ça apporte d'autres considérations méthodologiques qui étaient assez compliquées, surtout dans cette recherche-là. Mais honnêtement, quand il y a du capital à faire, malheureusement, il va toujours avoir un peu le contreversant que les gens vont vouloir faire ce que les gens aiment, alors que les développeurs, les fans à la base faisaient ce qu'ils voulaient. C'est pas nécessairement pour quelqu'un qui le faisait. Donc, c'était très, très, très riche. Thomas de Tank Engine, ça n'a pas été pensé pour être vendu. Ils n'ont pas pensé que quelqu'un allait acheter ça. Peut-être, mais je pense pas. Fait que, je suis un peu mitigé sur le cas, mais ça existe. Ça a l'air de perdurer. Je crois qu'on va avoir plus de réponses quand le 6 va sortir dans 30 ans. Peut-être. On attend encore, on espère. Mais peut-être qu'on va avoir plus de réponses parce que si dès sa sortie, il y a une plateforme dédiée à The Elder Scrolls 6 qui sort pour encourager la communauté de modeurs, là, on verrait vraiment que Bethesda s'en va dans cette optique-là. Donc, pour le moment, je vais m'abstenir d'en rajouter. Très bien. Des questions? Ouais. Merci beaucoup. Merci pour ta présentation, c'était super intéressant. Et je vais ramener ça un peu sur la question historique. On a un symposium historique, puis je me demandais comment on gère ça, là, nous autres, les mods, dans un rapport historique. Parce que là, tu as parlé d'un site, Nexus, que je ne connaissais pas. Moi, je suis plus ModDB, quand je vais explorer là-dessus. Mais c'est le chaos, ces plateformes-là, là, quand même. Puis là tu as fait un choix en allant dans les plus populaires. Donc là, on donne une visibilité historique aux modes plus populaires. Et donc là, il y a une question critique à se poser comme analyste ou comme historien. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on choisit tout ça? Puis bon, c'est ça un peu ma question. Là. Qu'est-ce qui existe pour aller chercher dans ces modes-là? Est-ce que c'est juste des sites qui répertorient des possibilités de téléchargement? Y a-t-il des initiatives de curation plus précises? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ben, c'est la joie de l'ère d'Internet, malheureusement. on s'y échappe pas. Des solutions actuellement, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais je crois que c'est encore en développement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a Internet Archive qui essaie de trouver des solutions d'archivage qui sont, somme toute, importantes. Mais c'est des questions vraiment que les historiens se posent sur comment qu'on... C'est tellement riche, il y a tellement de personnes qui publient plein de stocks, mais on les perd toutes parce que c'est fait suspendre son compte, parce que finalement, il a enlevé les sous-vêtements dans Oblivion. On n'a plus accès à ces choses-là. Puis on a eu une très, très belle présentation hier. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y a une présentation sur le Let's Playing comme dernier rempart d'archivage de ces pratiques-là. MXR Mod, dans une certaine mesure, est peut-être la future référence pour voir c'est qui modait les jeux, parce qu'il fait quand même une grosse aparté dans ses vidéos sur les développeurs de mod. Il les nomme, il fait même des liens historiques avec leurs antécédents de modeurs. Et cette pratique-là pourrait être la seule manière qu'on ait vraiment accès à ces archives-là. Sinon, il y a toujours l'optique que l'université paie des serveurs pour qu'on les achemine. Mais là, après ça, c'est la question de qu'est-ce qu'on archive? Est-ce qu'on veut tout archiver? Le gars qui a mis un mushroom à une place dans une quête, est-ce qu'on la veut? Est-ce que c'est assez gros? Est-ce que c'est assez petit? Quelqu'un qui a refait les textures des bagues pour le mettre en 12K, est-ce qu'on veut ça? C'est lourd.
qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse? Ça, c'est toutes des questions qui sont pas encore... On n'a pas encore de réponse. On travaille là-dessus en ce moment. Très bien. Moi, j'aurais une petite question. En fait, tu as parlé du détournement matériel qui a été fait, on va dire, plutôt avant les années 84-85, d'une certaine manière. Si tu me confirmes, hein, tu dis. Et donc après, il y a eu le soft modding qui a détourné le jeu. Mais en fait, je trouvais que c'était, d'une certaine manière, c'était assez proche des pratiques du machinima, j'avais noté le mashup, la fanfiction, ou alors l'optimisation par rapport aux performances. Et on sait que par la suite, par rapport au détournement matériel, il y a eu du détournement, notamment avec les consoles, qui a été fait vers, par exemple, le circuit bending, ou des choses de cette manière, qui ont détourné, on va dire, l'activité de jeu vers la création musicale ou d'autres pratiques. J'aurais voulu savoir, est-ce que pour le soft modding, est-ce qu'il y a eu des détournements de cette manière-là qui ont été faits? Est-ce que le modding est parti hors du jeu à un certain moment? Ben, le modding, là, je le présente dans une optique vidéoludique, donc je le présente dans les jeux, mais à plus large, c'est même dans les logiciels en général. Il n'y a rien qui empêche... Ben, un bel exemple, en fait, si vous utilisez des logiciels graphiques ou des logiciels d'édition d'images, il y a des plugins qui existent. Souvent, c'est pas la compagnie, c'est pas Adobe dans Photoshop qui va créer les plugins en règle générale, ça peut être des développeurs indépendants également. Puis ça, dans une certaine mesure, c'est des mods. Ça s'appelle les plugins, mais c'est des mods aussi. C'est un peu similaire. Donc, moi, je présente vraiment le cas de jeux vidéo. Pour la part historique, malheureusement, je ne suis pas historien. Ça, c'est triste. J'ai des amis historiens, mais je ne suis pas sûr qu'ils s'intéressent à ce sujet-là non plus. Fait que, bon, il faudrait que je leur en parle. Mais c'est sûr qu'il y a tout un travail à faire historiographique sur... Bien, ça vient d'où le modding? Ça a commencé quand? C'est quand que la pratique s'est institutionnalisée chez les développeurs? C'est quand c'était Lord Runner? Je pense... Je me rappelle plus exactement de la date de parution, mais c'était en 83. Puis il donnait déjà le logiciel de développement pour faire des niveaux dans le jeu. Mais est-ce que c'est un cas à part ou est-ce que ça a parti une mouvance par la suite? Est-ce qu'il y a plusieurs développeurs qui ont décidé de le faire? Ça, j'ai pas malheureusement ces types de réponses-là. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, vaguement. Très bien. Bon, c'est OK. Merci beaucoup, Christopher. Donc, on se retrouve d'ici un quart d'heure pour la conférence d'Emmanuel Ferreira. Voilà, à tout de suite.